Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pourquoi réaliser une œuvre alors qu'il est si bon de la rêver seulement ? Franchement, la question mérite d'être posée. Elle demeure en suspens dans l'image où je vous laissais la semaine dernière, cette image du vol des tourneaux qui dessine au ciel de grandes voiles éphémères. Et vous vous souvenez peut-être que l'écrivaine Natasha Apana cherchait à y deviner la forme qu'elle donnerait à son récit pour lui conférer de la complexité à l'envers et de la simplicité à l'endroit, une simplicité rendue palpable et sensible de loin. Et je vous ai laissé la semaine dernière dans ce flou en plan, littéralement, quand effectivement on rêve à un plan, y compris pour un cours, et que finalement la réalisation déçoit. Comment ne pas y songer quand on cherche à donner forme à cette poésie du savoir qui pense amoureusement la conjointure du « je » et du « nous » à la manière de Dante et de ses compagnons du Dolce Stil Nuovo. Nous les avons vus la semaine dernière immergés dans les espérances et les contradictions de la société urbaine de l'Italie communale, où l'on se bricole des amitiés politiques avec quelques inimitiés dosées, où on manifeste une affection sans affectation pour faire front à la culture de la haine. Et là s'invente une politique du commun, où l'on cogite et l'on se coagite, où l'on pense ensemble pour agir ensemble. Et point n'est besoin de s'aimer follement, car il est toujours périlleux, je veux dire potentiellement mortifère, de transporter la passion amoureuse dans le champ du politique. On en prendra conscience, je pense, à partir de la semaine prochaine. Et donc c'est d'abord sur les élites dirigeantes que doit peser la charge des amours obligés, qu'ils commencent par aimer la justice, ceux qui règnent sur la terre. Dès lors, comment la pensée politique est-elle mise à l'épreuve des langages de l'amour ? Si Dante évoque dans ses rimes « l'amoroso pensamento », c'est parce qu'avec ses amis, il fouille le lieu où se noue acte de pensée et expérience amoureuse, ce lieu étant aussi un lien, une copulation, vous vous en souvenez, dans le vocabulaire technique des avéroïstes latins. Et tout cela se précipite d'ailleurs magnifiquement dans ce néologisme fulgurant du 33e vers du Paradis, au dernier vers ou presque du poème, où le langage crépite, grésille, où il s'étoile en d'étincelants court-circuits. Je voudrais voir comment avait pu se joindre la figure au cercle et quel lieu elle y scelle, traduit Jean-Charles Veliante, mais en fait, il est impossible de traduire, parce que Dante écrit « e come vi s'indova » et referme tout cela dans un point rageur, en inventant ce verbe « indovarsi » qui compile, qui conjoint une préposition « in » dans l'adverbe « dove » et « prendre lieu » est encore insuffisant. Peut-être faut-il être plus audacieux pour traduire et donner avec Jacqueline Risset cette inouïe où on entend en même temps le ou, le nous et le fait de nouer tout cela ensemble. Pourquoi réaliser une œuvre alors qu'il est si bon de la rêver seulement ? C'est Giotto qui pose la question, ou plutôt le personnage de Giotto interprété par Pasolini dans son film Le Décameron. Il est à Naples pour y peindre une fresque. C'est l'un des coups de génie de l'adaptation de Pasolini que de transporter l'œuvre de Boccace de Florence à Naples. Elle y gagne en nonchalance. Et d'ailleurs, les personnages passent à peu près, une bonne partie du film au lit. Pour y faire l'amour, oui, mais aussi pour y dormir, pour y rêver, pour ensuite ouvrir les yeux au réveil sur ce qu'ils ont rêvé. Et elle a d'ailleurs peut-être rêvé, cette ville pacifiée par la justice, l'allégorie de la paix, peinte à fresque par Lorenzetti à Sienne en 1338. Et si nous tournions une fois de plus les yeux vers elle à la fin de la dernière leçon, c'était
vous vous en souvenez, pour y suivre le cortège nuptial de la jeune fiancée en rouge qui semblait à contre-courant de la pente de la fresque qui va de gauche à droite dans le sens de la lecture occidentale. Elle faisait volte-face, elle rebroussait chemin, elle quittait la scène sur la gauche, elle disparaissait, s'escamotait dans l'angle que fait le petit mur nord des allégories politiques et la grande paroi orientale de ses effets heureux. On imaginait alors que ce qui se passait hors scène pouvait être possiblement obscène, suivant en cela l'une des étymologies possibles de obscenus en latin, ob scaena. Mais obscenus, donc hors de la scène, mais obscenus appartient en latin à la langue des augures, pour interpréter le vol des oiseaux, une fois de plus, mais aussi pour fouiller les entrailles des poulets, par exemple. Le terme désigne alors le fait de vouloir regarder de l'autre côté, du mauvais côté, du côté où il n'est pas convenable de poser le regard. Mais la langue médiévale joue aussi d'une autre étymologie possible, puisant dans le scaevus, ce qui lorgne à gauche, ce qui est maladroit, mais aussi le caenum, la fange, l'ordure. Et ce que l'ancien français rend par déshonnête, ribaudit, laid et vilain mose. Voir l'obscène, c'est donc prendre le parti d'une littérature du derrière, comme l'a montré Yasmina Foln-Janssens dans sa très belle étude des 100 nouvelles, qui est une poursuite de Boccace dans la Bourgogne du XVe siècle. Et lorsque l'on met le derrière devant, on s'attend à des révélations, à des révoltes logiques. C'est pour ça que le cours s'appelle, la leçon d'aujourd'hui, les révoltes de l'obscène. L'obscénité dévoilerait la vérité d'une société, comme le suggère Rutebeuf lorsque, ainsi que l'a remarqué Nelly Labert, qui a travaillé sur cet obscène Moyen-Âge, lorsque Rutebeuf donc joue de l'équivoque obscène entre déréer, sortir du rang, et déroyer, sortir de l'arrêt, du derrière. Voilà où je veux vous mener aujourd'hui. Donc il suffit de se laisser glisser vers la seconde moitié du XIVe siècle, même si nos chronologies, vous l'avez compris, ne s'ordonnent pas sagement comme un vol de grue, mais adoptent plutôt le pas de la colombe, et qui nous amènera donc à rebrousser chemin, là encore, vers les formes littéraires de la brièveté et de l'obscénité, comme les fabliaux, dans lesquels s'origine ce nouveau genre de la nouvelle chez Boccace en Italie et chez Geoffroy Chaucer en Angleterre. Entre plaisanterie et jeu, on peut dire de grandes vérités. Voilà ce que déclare l'aubergiste dans le prologue du récit du cuisinier de Chaucer, que Pasolini, qui joue aussi Chaucer, adapte en 1972 dans son film Les Contes de Canterbury. Donc le Décameron en 1971, Les Contes de Canterbury en 1972, Les Mille et une nuits en 1974, tout cela compose pour Pasolini ce qu'il appelle la trilogie de la vie, 3 œuvres d'après la peste, 3 œuvres qui disent l'amour après la peste, 3 œuvres où l'on se raconte des histoires pour oublier la mort et pour se faire oublier de la mort, 3 œuvres qui disent ce que peuvent les contes et ce que peut le corps. Dans cette trilogie, la vie est celle d'un Moyen-Âge insouciant et existentiel, coloré et pouilleux, pour reprendre les mots de Tommaso di Carpegna Falconieri dans son analyse de la diversité européenne des médiévalismes politiques, parce que le Moyen-Âge peut aussi servir à ça. Dans l'Italie de Pasolini, le Moyen-Âge représente cet arrière-pays paysan dont Jean-Pierre Devroy vient magnifiquement de rappeler l'histoire, un monde paysan qui alors brûle de disparaître dans l'éclat aveuglant, définitif et blafard de la modernité, ce que Pasolini appelle, évidemment dans une réminiscence dantesque, on l'oublie, la disparition des lucioles. Là prend sa source,
on le remarquera au passage, la vision politique d'un long Moyen-Âge qui vient littéralement mourir à nos pieds. Une chute du cours de l'expérience, pour le dire comme Walter Benjamin, et qui, comme d'ailleurs chez Jacques Le Goff, où cette périodisation d'un long Moyen-Âge n'a de sens que rapporté au matérialisme historique, chez Pasolini est aussi porteur d'un programme politique. Io sono una forza di passato, écrit Pasolini. Moi, je suis une force du passé. Mon amour est dans la seule tradition. Je viens des ruines, des églises, des retables, des villages oubliés sur les Apennins ou les Préalpes, où ont vécu mes frères. Ce projet, c'est celui d'un renversement idéologique. Au moment où Pasolini filme le Décameron, il envisageait d'écrire un essai dont le titre aurait été « Comment récupérer au profit de la Révolution quelques affirmations réactionnaires ». Ce renversement, c'est aussi un retournement parodique. Et voici pourquoi il a à voir avec la croyance dans la force politique de la dérision que nous devons aussi interroger aujourd'hui. Pasolini est ici contemporain d'Italo Calvino, qui collecte alors ses contes italiens, du théâtre de Dario Fo et des chansons de Fabrizio D'André. Sauf que, en 1975, Pasolini n'y croyait plus. Quelques jours avant de mourir, il écrit un texte somptueux, bouleversant. « J'ai abjuré la trilogie de la vie ». Il était prêt alors à lancer à la face du monde son terrible film, Salaud ou les 120 journées de Sodome, un film qui devait pour lui inaugurer une nouvelle trilogie, la trilogie de la mort, restée inachevée, du fait précisément de l'irruption brutale de ce qu'elle devait conjurer, la mort. J'abjure la trilogie de la vie, bien que je ne me repente pas de l'avoir réalisée. Je ne peux pas nier la sincérité et la nécessité qui m'avaient poussé à la représentation des corps et de leur symbole le plus fort, le sexe. Seulement, voilà, tout est renversé. Et on ne se sauvera pas comme ça. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il écrit. Le 9 novembre 1975 paraît cet article dans le Corriere della Sera, mais alors il est déjà mort. Il a été assassiné dans la nuit du 1er au 2 novembre. Et voilà comment s'achevait ce texte somptueux. Ainsi donc, moi, je suis en train de m'adapter à la dégradation et d'accepter l'inacceptable. Je manœuvre pour remettre en ordre ma vie. Je suis en train d'oublier comment étaient les choses d'avant. Les visages aimés d'hier commencent à pâlir. J'ai devant moi, peu à peu, sans autre alternative, le présent. Le présent. Au même moment, Michel Foucault, on le sait, pour bien d'autres raisons, mais aussi pour certaines qu'il partageait avec Pasolini, sans jamais l'avoir dit, ce sont deux vies parallèles, voit également pâlir devant lui l'éclat d'une espérance politique, celle de la libération sexuelle. Il ne croit plus, lui non plus, à la possibilité d'une émancipation par la sexualité, car il doute désormais de ce qu'il appelle, dans La volonté de savoir, qui paraît en 1976, comme le premier tome de son histoire de la sexualité, l'hypothèse répressive. L'hypothèse répressive, c'est celle qui est soutenue notamment par Herbert Marcuse, par Wilhelm Reich, par tous les dissidents du freudisme. Elle définit le pouvoir comme une instance de contrôle des désirs et des pulsions sexuelles, et dès lors, si nous jouissons sans entrave, nous échapperons à la censure et à l'autorité en nous réalisant sexuellement, ou peut-être même simplement en parlant librement. Et pour Foucault, c'est encore être victorien, parce que cela conforte l'idée que dans le sexe réside la vérité des êtres, la vérité la plus intime d'un individu, cette part de soi auquel on doit accéder pour se libérer de l'oppression des pouvoirs, afin de retrouver la cause originelle de ce que l'on se sent être. Mais dans ce cas, ce sexe-vérité renvoie à l'identité, car, je cite, il joint à la force d'une pulsion la singularité d'une histoire. Et voilà pourquoi Michel Foucault se fait historien de la sexualité, pour mettre à l'épreuve
le concept philosophique de subjectivité et ébranler du même coup, avec le même entrain, les certitudes faciles sur la libération sexuelle et sur l'identité sexuelle. Le discours sur la révolution sexuelle ne fait que relayer cette injonction à parler de sexe, qu'il nomme la scientia sexualis, qu'il observe d'abord dans les discours politiques, moraux, médicaux depuis le XVIIe siècle, et qu'il découvrira plus tard dans l'Antiquité gréco-romaine, prenant place dans une historicité de la subjectivité et écrivant dans le dernier tome de l'histoire de la sexualité, celui qui paraît en 1984, l'année de sa mort, sous le titre « L'usage des plaisirs », l'individu est appelé à se reconnaître comme sujet moral de la conduite sexuelle. Seulement, ce qu'il a découvert entre-temps, c'est qu'on ne libère personne en enfermant chacun dans une définition sexuelle. On ne fait que relayer un mécanisme du pouvoir, ou plutôt du savoir-pouvoir, qui est de catégoriser les corps en assignant à chacun son vrai sexe. Et c'est d'ailleurs un immense chantier qui s'ouvre pour lui, notamment en 1978, en publiant les mémoires d'Herculine Barbin, dit Alexia B., hermaphrodite du XIXe siècle, et on peut dire que ce chantier est très loin d'être refermé aujourd'hui. En tout cas, si Michel Foucault critique le sexe-vérité, en même temps que Pasolini abjure la trilogie de la vie, il ne se réfère que très rarement, je l'ai dit, aux poètes et cinéastes italiens, sauf une fois, de manière discrète, dans un très bel article du Monde, où en mai 1977, il revient sur un documentaire que Pasolini a tourné en 1963, donc une sorte de remords quand même. Le documentaire est sorti sur les écrans sous la traduction « Enquête sur la sexualité ». Enquête sur la sexualité, le terme d'enquête est d'ailleurs assez intéressant pour Foucault sans doute, mais le titre italien était Comizi d'amore, les comices de l'amour, parce que c'est comme un banquet dantesque à ciel ouvert qui rassemble des propos de rue que des gens ordinaires tiennent sur l'amour, le sexe, le mariage, à Pasolini qui leur tient le micro, qui les interroge, et eux répondent de manière polie et craintive. C'est une très beau film avec ce que Foucault va appeler une docilité perfide, c'est-à-dire que vraisemblablement les enfants disent ce que les adultes attendent. Oui, les bébés arrivent avec des cigognes pour continuer ensuite leur conversation. Et si au total, les adultes non plus ne disent pas grand-chose du sexe, ce n'est pas comme le pense le psychanalyste qui est interrogé dans le film qu'ils en ont peur, c'est qu'ils pressentent la suite de l'histoire. Au fond, écrit Michel Foucault, les matins gris de la tolérance n'enchantent personne et nul n'y pressent la fête du sexe. Mais poursuivons ailleurs cet exercice de contemporanéité déplacée. Nous sommes toujours en 1975, le 5 décembre, moins d'un mois après l'assassinat de Pasolini. Emmanuel Leroy-Ladurie se trouve sur le plateau d'Apostrophe. Et je veux ici lui rendre hommage, comme on doit rendre hommage à un historien, c'est-à-dire en lisant son livre au présent et en le soumettant à la critique historique. Il y a là également, sur le plateau d'Apostrophe, pour parler de la vie des paysans, Claude Michelet, Pierre Yaquez-Elias, qui vient de publier Le Cheval d'Orgueil dans la collection Terre humaine de Jean Mallory, dont on doit aussi saluer la mémoire. Et puis dans un coin, il y a Georges Duby, qui est venu défendre l'histoire de la France rurale, qui manifestement n'est guère enchanté de se voir voler la vedette par son collègue moderniste qui parle si bien des paysans de la fin du XIIIe siècle. Parce que c'est pour Montaillou, village occitan de 1294 à 1324, qu'Emmanuel Leroy-Ladurie était invité par Bernard Pivot, qui l'introduit ainsi. Alors je retranscris scrupuleusement ces paroles que vous pouvez entendre sur le site de l'INA. Les paysans de ce petit village de l'Ariège au Moyen-Âge, vous les connaissez si bien que vous ayant lu, j'ai l'impression,
excusez-moi, monsieur le professeur du Collège de France, que vous avez couché avec toutes les femmes de Montaillou. Rire sur le plateau. C'est toute une époque. Presque, répond l'historien, qui se prête de bonne grâce à l'exercice télévisuel. Alors franchement, hein, poursuit Pivot, alors comment ce miracle s'est-il opéré? C'est un évêque, répond Emmanuel Leroy-Ladurie, et commence à raconter l'histoire de l'inquisiteur Jacques Fournier, et on peut dire que c'est à ce moment-là qu'il remporte le morceau. Donc Georges Duby se tasse encore davantage dans son fauteuil, et nous savons que ce morceau, c'est la bataille médiatique pour hisser l'histoire savante, l'histoire académique, au sommet du succès public. Montaillou, c'était quand même pourtant un livre difficile et touffu qui délaissait le récit de l'intrigue pour l'analyse ethnographique. Voilà une communauté villageoise qui est livrée au pouvoir de l'inquisiteur Jacques Fournier, évêque de Pamiers, mais Emmanuel Leroy-Ladurie ne raconte pas vraiment cet événement extraordinaire sans lequel il ne disposerait pas de cette enquête exceptionnelle. Non, ce qui l'intéresse, c'est l'ordinaire des jours révélé par ce maniaque des détails que se révèle être l'évêque ambitieux, chasseur d'hérétiques, et cette possibilité, effectivement, de mettre le devant derrière. Voilà. C'est-à-dire de voir enfin ce qui se passe vraiment dans un village médiéval. Et donc, au risque de l'obscénité. Le succès public de ce livre s'explique sans doute dans le contexte des premières hantises identitaires, au moment où la société française était branlée par le modernisme giscardien, la crise de la gestion gaullienne de la mémoire nationale, au moment où elle entre dans l'ère de la commémoration. C'est l'année aussi où Pierre Nora engage son chantier des lieux de mémoire, et à cela s'ajoute la nostalgie de la fin des terroirs, la vague du régionalisme occitan sur lequel Emmanuel Leroy-Ladurie surfe, lui-même qui n'est pas toujours adversaire des œillades, parfois appuyées à l'esprit du temps. Ainsi, mais je prends un exemple parmi 1000, lorsqu'il décrit la manière dont l'épouillage à la veillée consolide les liens de famille et de tendresse, très beau passage, la maîtresse épouille l'amant, ainsi que la mère de l'amant, l'historien note, ironiquement, combien il est difficile de se représenter aujourd'hui, je cite toujours, le rôle affectif que tenait dans les rapports humains cette faune parasite que nous avons perdue. Donc là, effectivement, le monde que nous avons perdu, il semble prendre effectivement quelques distances ironiques avec ce thème dans lequel, pourtant, effectivement, il installe le succès de la réception de son livre. Puis vient une note. On sait que la culture hippie, en notre temps, réhabilitera le pouls. Note un peu gratuite. Donc, il y avait tout ça sur le plateau d'Apostrophe, cette ambiance 70s faite de réprobation morale et de fascination pour la révolution sexuelle, sentiment mêlé dont l'expression est dominée par la grivoiserie. On appelle grivoiserie le consentement social à l'obscénité. Voilà. Et essentiellement dans la bourgeoisie. Or, à le relire aujourd'hui, on ne retrouve guère à Montaillou cette fête du sexe dont parlait Foucault à propos de Pasolini, où il ne la voyait d'ailleurs pas davantage. Certes, la crise sociale de ce village des montagnes pyrénéennes, qui explique pourquoi il se laisse si aisément éventrer par l'inquisiteur, ce livre tout entier, mais proprement le derrière devant. Et c'est la conséquence de la déstabilisation morale provoquée par la désagrégation de l'ordre grégorien. Car tous les habitants y subissent ce que Emmanuel Ladurie appelle dans un magnifique chapitre la libido des clergues, au sens où ils vivent sous la domination, qui est d'abord une domination sexuelle, de la plus puissante des hostales qui composent cet archipel de domus qu'est Montaillou, c'est-à-dire celle des clergues. Il y a Bernard, le bail du seigneur absent, on y reviendra, mais il y a surtout son frère, Pierre, le curé, qui apparaît comme un redoutable
prédateur sexuel, même si l'historien l'euphémise en parlant plutôt de donjuanisme rural. Par exemple, une jeune fille, Graside, raconte comment elle dut céder à 14 ans dans une grange et comment elle continua à le connaître charnellement. Ça, de toute façon, carnaliter cognoscere, c'est dans le latin des clercs la formule ordinaire et presque exclusive pour dire l'acte sexuel, dans l'hostal de sa mère, qui le sait et qui y consent. Plus tard, le curé la marie à Pierre Lisier, beaucoup plus âgé qu'elle, et continue à être son amant avec l'accord du mari, en ce qui concerne ce prêtre d'accord, mais garde-toi bien des autres hommes, aurait dit le vieux mari cocu, à la manière, on y reviendra, d'un personnage de Fabliau. Pourtant, la femme du Seigneur, Béatrice de Planisol, qui elle aussi fut la maîtresse de Pierre Clergue, se souvient du curé comme d'un homme délicat et ardent. Je cite encore, « Vous les prêtres, vous désirez les femmes plus que ne font les autres hommes », ce qui n'est pas faux, y compris au Moyen-Âge, et on l'a vu effectivement thématisé, notamment chez André le Chapelain, mais bien d'autres. Des témoins qui l'interrogent, l'inquisiteur recueille beaucoup d'histoires sur les infidélités conjugales de Béatrice de Planisol, qui conservait le premier sang menstruel de sa fille comme filtre d'amour pour ensorceler de jeunes hommes, et qui gardait aussi les cordons ombilicaux de ses petits-enfants afin de les utiliser comme talisman pour gagner ses procès. Donc c'est tout un monde qui, évidemment, se révèle à nous, et c'est pour ça que c'est tellement fascinant. On apprend d'ailleurs aussi que Béatrice portait entre les seins un sachet contenant un poison d'infertilité, entendons un breuvage d'herbes contraceptives, demandant à son amant, le curé Pierre Clergue, de lui placer in orificio stomachis, c'est ce que note le greffier, qui ne semble pas bien comprendre de quoi il s'agit, et cette mention, évidemment, depuis lors, intrigue les historiens et surtout les historiennes de la contraception. En tout cas, Béatrice de Planisol, châtelaine adultère, apparaît bien, et c'est l'essentiel, comme une femme libre, qui eut de nombreuses expériences amoureuses et sexuelles. Et sur le tard, alors qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfants, précise-t-elle à l'enquêteur, eh bien, elle dit avoir aimé passionnément un autre clerc, Barthélemy Armillac, vicaire de Dalou, suspect d'hérésie. Je l'aimais tant, Adam Abam, en latin, on va y revenir, que je croyais qu'il m'avait ensorcelé. Mais lorsqu'il est interrogé par l'inquisiteur, le 11 septembre 1320, Barthélemy Armillac dit non, c'est quand même elle qui m'a sollicité. Je cite, elle me dit de venir la voir le soir, ce que je fis. Quand je fus chez elle, où il n'y avait qu'elle, je lui demandais ce qu'elle voulait. Elle me dit qu'elle m'aimait et qu'elle voulait que nous ayons des rapports charnels ensemble, ce à quoi je consentis. Et c'est une scène qui est effectivement une scène sans préliminaire, directement sexuelle, qu'on va retrouver justement dans tous les contes et fabliaux du Moyen-Âge, où c'est la femme qui prend cette initiative. Dans la synthèse toute récente qu'il vient de faire paraître sous le titre « Crimes, genre et châtiment au Moyen-Âge, hommes et femmes face à la justice, 12e, 15e siècle », Didier Lett rappelle que l'adultère, le concubinage, la bigamie, sont certes considérés comme des délits à la fin du Moyen-Âge, puisqu'ils portent atteinte au devoir du mariage, mais que la sévérité des peines est évidemment genrée. On a des officialités, c'est-à-dire des tribunaux ecclésiastiques qui peuvent condamner des hommes adultères. Le cas est attesté en Flandre, en Bourgogne, en Aragon, au nom de leur responsabilité chrétienne et civique de chef de famille. Mais les femmes adultères seront toujours plus durement réprimées. Parce que ce que l'on craint vraiment, c'est l'infidélité de la femme mariée, car c'est le mari cocu qui déshonore les familles. À l'inverse, le concubinage paraît bien être un délit masculin. Il est très répandu chez les prêtres. Les visites pastorales à Genève
c'est un éclairage. 1411, 1414 révèle que 14% des prêtres vivent en concubinage. Et si vous voyez le flot de dispenses pour defectu natalium, pour défaut de naissance, c'est-à-dire en fait tâche de bâtardise, c'est-à-dire en fait des bâtards qui veulent se laver de cette tâche de bâtardise et qui demandent une dispense à la pénitencerie à Rome. Il y en a entre la fin entre 1450 et 1515, il y en a 38 000. 38 000. Et parmi eux, évidemment, beaucoup de fils de prêtres qui veulent devenir clercs eux-mêmes. Et puis il y a aussi, évidemment, ce qui est très courant chez les laïcs, le concubinage peut aussi être une position d'attente avant le mariage ou un choix économique quand la pression sur les dots est trop forte, une manière de contourner les règles de l'exogamie. En tout cas, à Montaillou, 10% des couples vivent en concubinage. Je l'ai dit, les fabliaux peuvent être lus comme la littérature de cette hantise sociale de la femme infidèle. Ce sont massivement des contes d'adultère, comme l'écrit Philippe Ménard. Sur 81 histoires recensées mettant en scène des ménages conjugaux, 58 racontent un adultère et dans 2 cas seulement, c'est la femme qui est trompée. Ce qui est obscène dans les fabliaux, c'est d'abord la mise à nu du désir féminin comme, je l'ai dit, pur assouvissement sexuel. Dans le Songe des vies, par exemple, une femme rêve que des membres virils sont en vente au marché, elle se réveille, il lui en faut un. Donc c'est aussi simple que ça. Le schéma le plus classique est donc celui de la femme qui accueille son amant dans la maison de son mari pendant son absence. Il y a aussi des motifs littéraires, parce que ça permet d'user et d'abuser de l'inépuisable ressort dramatique du retour impromptu du mari et de tous les quiproquos, ruses, travestissements, mensonges que permet la situation. Mais ce n'est pas toujours si drôle. Il y entre parfois, souvent, une insondable cruauté, comme par exemple dans De l'enfant qui fut remis au soleil, fabliau dont il existe de nombreuses variantes en diverses langues. C'est l'histoire d'un marchand qui revient chez lui, un marchand au long cours, avec donc des absences longues. Sa femme a accouché d'un enfant dont elle prétend qu'il lui est venu en avalant un flocon de neige. C'est donc l'enfant de neige. Le mari fait semblant d'y croire, mais n'en pense pas moins, et la vengeance étant comme la neige un plat qui se mange froid, il attend que l'enfant ait 15 ans pour le mener avec lui lors d'un de ses voyages à Gênes, où il le vend à un marchand égyptien d'esclaves, et de retour chez lui, il dit à sa femme infidèle que l'enfant de neige a fondu au soleil. Les fabliaux disent ce monde désenchanté et possiblement violent, où l'on ne croit pas au miracle. Adultère, concubinage, bigamie, voici en tout cas des histoires bien croustillantes, comme on disait dans les années 1970, susceptibles d'allumer quelques regards égrillards sur les plateaux de télévision. Des histoires obscènes, sans doute, puisqu'en suivant le regard de l'inquisiteur, on semble pénétrer de l'autre côté, du côté du derrière, dans les coulisses de ce théâtre social hors scène. On semble y jouer le drame ou la farce du dérèglement de l'ordre grégorien, des clercs paillards, des dames infidèles, qui sont les principaux personnages du théâtre médiéval, avec le tavernier querelleur, le médecin ignorant et le bourgeois gras et cupide, tels qu'ils sont mis en scène, par exemple, c'est la première fois, dans le jeu de la feuillée qu'Adam de la Halle fait jouer sur la place d'Arras en 1276. Sauf que cette feuillée n'est pas seulement la cabane de feuillage que les patriciens ont fait construire sur la place du marché d'Arras, c'est aussi la folie qui rôde, qui menace dans une ville
démente, cernée par les fées, par les sorcières, par les prostituées, par leur cortège de morts. Et cette pièce satirique, le jeu de la feuillée, carnavalesque d'une certaine manière, se fait inquiétante quand on comprend que son ressort principal, c'est le drame du dégoût. C'est que Adam, littéralement, ne peut plus approcher sa femme. Alors, rien de tel à Montaillou. Et ce qui domine malgré tout, malgré la libido des clergues, malgré le désir d'y aller voir des dérèglements obscènes, ce qui domine malgré tout à Montaillou, malgré cette libido des clergues et cette liberté aussi de Béatrice de Planissol, c'est l'expression de l'amour conjugal. Parce que, comme le dit Pierre Autier à l'éleveuse Sibylle Pierre, c'est encore là, dans le mariage, qu'on fait le plus souvent l'amour. Étrangement, les maris semblent assez fidèles. À part le cordonnier Arnaud Vital, les amants de Montaillou sont des célibataires. Commencé évidemment par le curé, Pierre Clergue. Son frère, Bernard, le bail de Montaillou, aime d'amour sa femme, Raymonde Belot, et ne cesse de le dire. Ils sont quand même interrogés sur plusieurs années. Il n'arrête pas de le dire. En 1321, il raconte comment il est 12 ans plus tôt tombé amoureux et voulait sans cesse entrer dans la maison des Belot, mais avait peur que son frère se moque de lui à cause de cet amour fou que j'avais pour Raymonde. Alors il lui fait une longue cour amoureuse, au cours de laquelle il l'extrait de son domaine agricole, du vin, du blé, qu'il amène dans des outres de cuir à la mère, la vieille Guillemette, la mère de Raymonde, et d'évidence, les liens entre les deux familles s'en trouvent renforcés. On croirait presque y retrouver les manières empruntées de Charles Bovary, visitant la ferme du père Rouault pour y voir Emma cousant des coussinets au coin du feu et se piquant les doigts qu'elle portait ensuite à sa bouche pour les sucer, écrit Flaubert. Parce que, à la fin du Moyen-Âge, faire l'amour est presque synonyme de faire la cour, puisque l'expression « faire l'amour » désigne les relations de séduction, d'approche, de gestes, d'attouchement des filles et des garçons avant le mariage, ce que les ethnologues appellent une sexualité juvénile d'attente, qui prend une partie de la vie quand même, puisque les mariages immatures sont assez rares. En gros, une fille se marie à 20 ans. Et je ne reviens pas sur ce que l'on a dit ici en attendant la Saint-Valentin, mais par exemple, Jean-Louis Flandrin rappelle qu'une chanson folklorique de Montbéliard exprime bien la pérennité dans la société traditionnelle du XIXe siècle de ce sens, de faire l'amour, à un galant qui demande la main de sa fille à un paysan. Le père répond « Ma fille est encore trop jeunette d'1 an, faites l'amour en attendant. » Alors, ne croyez pas que je verse dans le sentimentalisme. Si je devais traiter historiquement de la sexualité des jeunes mâles, évidemment qu'une bonne partie de mon propos porterait sur l'histoire de la prostitution et du viol. Mais je parle d'amour. Et c'est peut-être une fausse évidence que l'histoire des mentalités de la fin du XXe siècle a posée en prétendant découper son champ ainsi amour et sexualité. Cette dernière, la sexualité, contrairement à une idée tenace, n'est pas le hors-scène de la recherche historique. Il est plus facile, vous le comprenez, de la saisir que l'amour. La sexualité, elle est même assez intensément documentée, du fait de cette injonction, décrite par Foucault, à produire du discours sur le sexe-vérité, ainsi notamment du viol individuel ou collectif, qui peut être assez sévèrement réprimé à mesure du statut matrimonial de la victime, puisqu'il s'agit d'abord d'une atteinte à la renommée. Un exemple, encore, parmi des milliers qui se laissent appréhender dans les archives judiciaires, notamment les lettres de rémission. Le viol par 3 compagnons en armes dans une rue de Dijon, le 22 avril 1431, de Jeannotte de Vols, servante chez l'orfèvre Jean Morel. Elle a 19 ans.
l'orfèvre, Jean Morel, soutenu par les voisins et la mère de la victime, porte l'affaire devant le tribunal de l'échevinage, dans les archives desquelles Nicole Gontier a retrouvé l'interrogatoire. Parce qu'évidemment, les agresseurs prétendent qu'elle était ribaude et consentante. Il faut que 2 matrones témoignent pour certifier que Jeannotte a été fraîchement connue d'hommes par grande violence et force, ce qui n'empêche pas l'affaire de se solder, comme d'habitude, par un arrangement pécuniaire. Mais on peut lire dans les minutes de l'interrogatoire cette expression ordinaire du soupçon systématique, porté par la domination masculine. Et finalement, nonobstant sa défense et ses cris, il la déflora et connut charnellement, point. Et quand il eut fait son plaisir d'elle, il se départit et s'en alla, point. Interrogé si, en se faisant, elle prit du plaisir, point. Dit que non, point. Il faudrait aujourd'hui encore couper court avec la même netteté. Interrogé sur le fait que le sexe non consenti peut faire partie d'une politique de l'amour, dit que non. Mais cette position de principe doit pouvoir s'appuyer sur des oppositions de vocabulaire dans nos sources. Et ce n'est pas si facile de les établir. Si l'on revient une dernière fois à Montaillou, Emmanuel Leroy-Ladurie fait grand cas de l'opposition entre, je le cite, l'amour-passion d'essence romantique, conjugué par le verbe adamare, de l'amour-inclinaison auquel suffisait le verbe diligere, ces 2 formes d'amour étant consubstantielles à, je le cite encore, leur culture de rustre subtil, et s'ils l'utilisent, ce n'est pas parce qu'ils ont lu les troubadours, peut-être même au contraire, ces derniers, les troubadours, n'ont fait que porter jusqu'à l'éclairage du texte cette distinction qui était, selon lui, dans la culture populaire occitane. Il conviendrait sans doute de réexaminer cette question aujourd'hui au plus près de ce texte complexe, y compris d'ailleurs sur le plan linguistique, qu'est le registre d'inquisition de Jacques Fournier. Nathalie Zemon-Davis l'avait d'ailleurs noté d'emblée, enfin en 1978, en fait, dans sa note critique dans les Annales qui s'appelle « Les Conteurs de Montaillou ». Elle montrait bien que la gangue du latin dans lequel les scribes traduisent les débats, probablement dans un deuxième temps, impose une grille d'expression, c'est vrai, répétitivement normée et régulièrement percée par, dès que quelque chose se dit vraiment, et qui sont un peu surpris, l'irruption soudaine d'une parole occitane. Ainsi, lorsque Arnaud Loffre de Tignac, dans la Haute-Vallée, est interrogé à Pamiers par Jacques Fournier sur Raymond Delair, qui est suspect d'avoir proféré des paroles mauvaises, et de fait, à la question de savoir comment Jésus a été conçu, il répond en frappant dans ses mains Massan en foten aishi konos, en branlant et en foutant comme nous. Ce à quoi Arnaud, qui rapporte ces paroles, prétend lui avoir répondu qu'on devrait être tué pour dire des choses pareilles. Et là, à ce moment-là, effectivement, comme ça surgit, ça reste en occitan. Sans doute ne peut-on pas croire que l'on lit ici, comme le prétend Emmanuel Leroy-Ladurie, le témoignage sans intermédiaire que porte le paysan sur lui-même, et il faudrait tenir compte des ruses, des retenues, de la perfide docilité dont parlait Michel Foucault, parlant de ceux qui se laissaient enquêter, mais plus doucement, évidemment, par Pasolini. Toute la question, qui sera celle de la microstoria qu'Emmanuel Leroy-Ladurie ne pratique pas dans ce livre, est de savoir si cette situation intensément documentée et dramatisée par le fait même qu'elle soit si intensément documentée éclaire ou non ce que Carlo Ginzburg appelle d'un oxymore qui, au fond, exprime la difficulté sans la résoudre, l'exceptionnel normal. Autrement dit, que faire en historien de l'exemple de Montaillou, qui est tout sauf un village ordinaire, parce que sinon un évêque aussi ambitieux que Jacques Fournier ne se serait pas acharné contre lui, assistant personnellement à 370 jours de procès, menant 578 interrogatoires, assemblant 98 dossiers qu'il recopie soigneusement et amène avec lui lorsqu'il devient pape en 1334 sous le nom de Benoît XII. Qu'est-ce qu'il cherche ? Officiellement, à éteindre les derniers feux du catharisme.
Mais le qatarisme, il est vaincu militairement à Montségur depuis 1244. Il est vaincu doctrinalement parce que tout le pays cathare est sillonné par les frères prêcheurs. L'hérésie a certes un retour de flamme, mais enfin, c'est pas la peine, tout ça pour ça, de s'acharner sur... Puis à la fin, il y a 5 condamnations, dont une seule à Montaillou. Donc ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas suffire à justifier l'acharnement de l'ancien moine cistercien adepte d'un christianisme de combat. Et on ne peut pas non plus évoquer seulement une machine inquisitoriale qui tourne à vide ou le zèle d'un évêque qui est soucieux de sa carrière. Alors il est soucieux de sa carrière, oui, il veut effectivement montrer par l'exemple que l'hérésie n'est plus ce qu'elle était. Et d'ailleurs, Dominique Young-Apra l'a montré, depuis 1200, il n'y a plus de traité anti-hérétique, ce ne sont plus aux hommes d'Église de définir et de dénoncer les déviations, c'est à l'Inquisition de faire avouer les déviants, de faire dire la vérité par ceux que l'on condamne. Et donc, la procédure inquisitoire investit l'argument anti-hérétique, et c'est pourquoi, au fond, un livre comme celui de Jacques Fournier est d'une certaine manière un traité à la nouvelle manière inquisitoriale. Mais c'est aussi un traité de la nouvelle hérésie. Au tournant des XIIIe et XIVe siècles, la notion inquisitoriale d'hérésie perd son sens technique pour englober toutes les déviations, servir un projet de contrôle social plus ample, et c'est pour ça que Fournier s'attaque aux juifs, aux lépreux, aux mécréants, aux sceptiques, commence à s'intéresser à la magie. On voit bien effectivement qu'on est au bord de ce basculement entre la chasse à l'hérétique urbain et la chasse aux sorcières rurales, et ce basculement est aussi un approfondissement dans le contrôle social, en même temps qu'un élargissement du champ de l'hérésie qui recouvre désormais une gamme de plus en plus étendue d'opinions et de pratiques hétérodoxes. Et si on comprend ça, et si par exemple d'une manière générale on lit la très belle anthologie de pièces d'archives éditées et commentées par Fanny Bugnon et Pierre Fournier et parue en 2022 sous le titre « Le sexe interdit », alors il faut reconnaître que l'hypothèse régressive rejetée par Foucault retrouve de la force. En 1381, par exemple, le chroniqueur Burkhard Zink nous apprend qu'à Augsbourg, 5 hérétiques furent brûlés. Quel est leur crime ? Avoir commis l'hérésie les uns avec les autres. Cette indistinction porte un nom, le crime contra naturam. Si l'expression de péché de Sodome est pratiquement synonyme de crime contre nature, c'est parce que le vice sodomite est d'abord un péché contre Dieu. Mais depuis le XIIIe siècle, il désigne de plus en plus spécifiquement une infraction sexuelle, avec une accélération au XVe siècle, où dans les villes italiennes notamment, les prédicateurs se déchaînent contre les sodomites et l'on crée des magistratures spécialisées pour accroître la répression. Collegium Sodomitarum à Venise en 1418, Office de la nuit, à Florence, 1432, Office de l'honnêteté, à Lucques, 1448. Techniquement, peuvent être accusés de sodomie tous ceux qui pratiquent une sexualité déviante, contre nature, tous ceux qui, au sens propre, c'est-à-dire le sens ordurier des fabliaux, déconnent, c'est-à-dire qui s'adonnent à autre chose qu'à des actes hétérosexuels de pénétration vaginale. Ceux, ou plus exactement, celles et ceux. Le vice contra naturam, pour Thomas d'Aquin, désigne la copulation avec un être qui n'est pas de l'espèce humaine, ce qui s'appelle la bestialité, ou avec une personne qui n'est pas du sexe complémentaire, ce qui s'appelle le vice de sodomie, et Thomas de préciser, par exemple un homme avec un homme ou une femme avec une femme. Davantage que la distinction de genre, ce qui importe est l'opposition entre les fonctions passives et actives, chez l'homme, bien entendu, mais aussi, on va le voir, chez la femme. Car d'une manière générale, comme l'ont bien montré les travaux de Ruth Mazo-Carras, la sexualité était alors pensée comme une série discontinue d'actes répréhensibles ou non faits par une personne sur une autre. Déjà, dans le pénitentiel de l'évêque Burchard de Worms, et on est en 1010,
c'est-à-dire une collection de 1700 articles qui classent les péchés à destination des confesseurs, une bonne partie des questions commence par la question « Concubuisti cum » as-tu couché avec ta sœur, ton père, ta mère, etc. Puis on demande quand, pendant le carême, pendant les règles, etc. Puis comment, à la manière des chiens, etc. Toute la question, donc, des relations affectives et sexuelles des personnes du même sexe, et de faire la part entre cette condamnation d'une sexualité déviante, on en a parlé, et l'homo-affectivité. Qu'est-ce qui est, au fond, le plus scandaleux? Est-ce que c'est l'obscénité sodomite ou est-ce que c'est l'homosexualité amoureuse? J'y ai déjà fait allusion, nous en reparlerons, notamment en séminaire avec Damien Bocquet. Mais d'évidence, le vrai continent noir, c'est l'amour entre les femmes, sur lequel nous ne disposons que de traces furtives. C'est vrai du point de vue littéraire. Boccace évoque la poétesse Sappho dans son De Mulieribus Claris qui date de 1360, mais ce n'est qu'avec les Dames galantes de Pierre de Bourdeille, abbé de Brantôme, seconde moitié du XVIe siècle, que lesbienne prend un autre sens que celui d'habitante de l'île de Lesbos, comme elle était Sappho. Il n'y a qu'en arabe, d'ailleurs, qu'un mot existe pour désigner l'homo-érotisme féminin, sihaka, littéralement frotter, et les 1001 nuits évoquent plusieurs personnages féminins comme Alouf et Zanaïr qui prennent la parole pour affirmer qu'elles aiment les femmes, et la princesse Boudour qui s'y travestit en homme pour vivre avec son amoureuse. L'historienne franco-égyptienne Sarah Amer a proposé de s'appuyer sur cette littérature arabe pour retrouver le corps lesbien dans certains textes français où une méthode de lecture interculturelle permet de les débusquer, ainsi dans le roman de l'Escouffle de Jean Renard. Mais reconnaissons que ces traces littéraires sont très furtives. C'est vrai aussi du point de vue judiciaire. Malgré quelques mentions dans les statuts urbains du XIVe siècle, à Trévise en 1314, à Padoue en 1319 notamment, on connaît très peu de condamnations pour sodomie féminine. Il y en a pourtant à Bruges, comme l'a montré Marc Boone, sur 90 exécutions prononcées pour sodomie entre 1385 et 1515, sur 90 exécutions, 7 femmes. Le plus souvent, d'ailleurs, lorsque la justice se déclenche, c'est pour des cas extraordinaires qui font intervenir le travestissement ou le transgenre, et où, par conséquent, la pénétration est attestée. Parce qu'il s'agit toujours de ça. Un témoignage exceptionnel, récemment découvert et analysé par Emily Hutchinson et Sarah McDougall, jette une lumière sur cette réalité méconnue. En 1405, Laurence, femme de Colin Poitevin, déjà mère alors qu'elle n'a que 16 ans, était emprisonnée pour avoir eu des relations charnelles avec sa voisine Johanne. Ses amis charnels, c'est-à-dire ses proches, adressent alors une supplique au roi de France pour implorer le pardon, c'est donc une lettre de rémission, pardon qu'elle obtiendra, au motif qu'elle était jeune, qu'elle était non sensible, entendez simplette, et qu'elle était surtout sous l'emprise d'une femme plus âgée qu'elle. Que s'est-il passé ? Un samedi du mois d'août 1405, Laurence travaillait au champ avec Johanne et son mari Perrin. Ce dernier a soif, demande à sa femme d'aller chercher de l'eau et elle lui dit « t'y vas toi-même ». Jusque-là, tout va bien. L'époux part à la fontaine. Johanne dit à Laurence, telle parole ou semblable, « Laurence, si tu veux être mamie, je te ferai beaucoup de bien ». Ne pensant pas à mal, elle dit oui, et alors Johanne la jette sur une javelle de blé. Alors Laurence lui dit « Que me voulez-vous ? Vous n'êtes pas femme comme les autres ?» Johanne lui dit de se taire, la détrousse, et monta sur elle comme un homme fait sur une femme, et commença à remuer ses reins, et faire en la manière comme un homme fait à femme, en tant que par échauffement, qu'elle eut fit nature en la dite Laurence contre le gré d'Icelle. Fin nature. 3 jours plus tard,
Elle revient lui parler d'amourette, et lui fit ce qu'homme doit faire, comme jeter sa nature. Même chose 8 jours plus tard, il faut que je te fasse cela, comme à l'accoutumée. Mais à ce moment-là, le mari n'est toujours pas là. Laurence est dans son lit avec son petit enfant. Elle se refuse à Johanne, qui est entrée chez elle en dégondant la porte avec son couteau. Et c'est avec ce couteau que Johanne la menace et la blesse à la cuisse en lui disant « Tu as couché avec un homme depuis que tu es venu chercher mon ardeau. » Alors, qu'est-ce que c'est que le ardeau ? C'est cette petite tige qui sert à attacher les fagots, mais il y a là, évidemment, peut-être un double sens. Si la scène évoque la jalousie et l'emprise, mais ce qu'on lit, c'est une lettre de rémission qui doit normalement implorer le pardon de la jeune et qu'il l'obtiendra. On ne saura jamais dire la relation exacte de ces deux femmes mariées, nullement des marginales, en position d'inégalité d'âge, mais non de condition sociale. Johanne tutoie Laurence, qui, elle, la vouvoie, et on ne saura jamais ce qui s'est passé, parce que c'est encore dans le vocabulaire du coït hétéronormé qu'est décrit leur relation charnelle. Jeanne prend Laurence, la détrousse, monte sur elle, et fait nature peut signifier éjaculer. Il avait fait nature en la bouche d'Icelle femme, lit-on dans une lettre de rémission de 1382, et cette expression est à rapprocher des savoirs médicaux du temps, qui postulent l'existence d'une éjaculation féminine, si bien que Jeanne ne fait pas à Laurence ce qu'un homme peut lui faire, mais, vous l'avez entendu, ce qu'un homme doit lui faire. Je cite à nouveau la supplique, « Elle lui fit ce qu'un homme doit faire à une femme, comme jeter sa semence dans la dite Laurence. » On n'échappe pas si aisément à la domination masculine. Et s'il existe des révoltes de l'obscène, en mettant le derrière devant, elles risquent toujours, dans une logique carnavalesque, de reconduire et de renforcer l'efficace des pouvoirs. Voilà pourquoi on en ricane si aisément sur les plateaux de télévision, et voilà pourquoi Foucault et Pasolini avaient fini par douter de ce pouvoir de subversion. Ce dispositif est rendu parfaitement visible, au fond, dans la mise en page des manuscrits médiévaux, dans les coulisses desquels s'ébrouent des personnages obscènes, ces drôleries gothiques qui peuplent les marges de singes indécents, de paysans qui montrent leur cul, de chevaliers qui défèquent devant leurs dames, ce festival bactinien de la scatologie et des morceaux bas. L'historien de l'art Michael Camille était un habitué de ces backrooms de l'enluminure médiévale, on en a déjà parlé, et ce passage aux marges de l'histoire de l'art permet de comprendre des effets de bord qui tiennent ensemble cette société de l'image. Parce que ce qui domine, et c'est ce qu'a montré Michael Camille, c'est la continuité entre la page et la bordure, et c'est la conscience qu'a l'artiste de participer à une herméneutique complexe de, disons, la discontinuité continue. Ainsi, par exemple, vers 1260, celui qui peint dans les marges du psautier Rutland un archer sans tête tirant une flèche dans le cul d'un homme poisson, on se dit c'est un geste gratuit, totalement extravagant, et puis l'homme sans tête, il vient des confins du monde, donc on est vraiment dans les marges des marges. Bon. Mais non, parce que la flèche en question, elle prolonge la hampe d'un P dans le mot conspectu suo, son regard pénétrant. Et donc par le geste obscène, l'artiste explicite et renforce le sens du texte. Faut-il donc totalement désespérer de la dérision ? Pas davantage. Si la marge tient le texte, elle permet aussi de le faire coulisser et y introduit de l'huile dans les rouages. Je n'y reviens pas, nous avons longuement parlé de ça
lors du cours de 2018 sur la novellistica italienne et son rapport avec le pouvoir autoritaire. Disons que la prise en compte de la part maudite de l'obscénité, celle qui obéit volontiers à la définition de l'érotisme par Georges Bataille, de l'érotisme, il est possible de dire qu'il est l'approbation de la vie jusque dans la mort, on retrouve évidemment Pasolini, nous permet de prendre congé, au fond, d'une conception figée de la société médiévale, unanimement crédule et terrorisée, tenue par cette entreprise d'inculpation généralisée qui voue à l'enfer tous ceux qui s'adonnent au péché de chair. Parce que prenez un garçon comme Giordano da Pisa, qui est prédicateur pisan, fin du XIIIe siècle, il meurt en 1315, c'est vraiment un bon prédicateur. Il a vraiment l'impression de bien faire son boulot, quoi. Il parle de l'enfer avec beaucoup de conviction, beaucoup de talent, et les gens, normalement, ils devraient être terrifiés. Mais il l'écrit dans son manuel, ça ne marche pas trop, en fait. Il ne comprend pas pourquoi. Pourtant, il fait tous les efforts qu'il doit, mais il évoque en fait 3 figures d'incrédules. Ceux qui croient à l'existence de l'enfer, qui le redoutent, mais qui pensent qu'il sera finalement supportable, ceux qui n'y croient pas, et ceux qui pensent pouvoir y échapper. Alors eux sont, dit-il, comme le voleur qui voit le gibet et qui est sûr de passer à travers les mailles du filet, mais reconnaissons qu'on se reconnaîtrait justement assez volontiers dans cette forme d'incrédulité, qu'on lit aussi parfois dans la littérature. Vous voyez ce merveilleux chante-fable d'Aucassin et Nicolette, les deux amoureux, qui à la fin disent bon, qu'est-ce qu'on ira faire au fond au paradis parmi les vieux prêtres et les manchots, ceux qui sont vêtus de vieilles pèlerines râpées et de vieux haillons, alors qu'en enfer, on se retrouvera tous, les joueurs de harpe et les jongleurs et les princes de ce monde, mais aussi les beaux étudiants et les beaux chevaliers qui sont morts au tournoi et dans les guerres et magnifiques, et les belles dames de la société polie, car elles ont 2 ou 3 amants en plus de leur mari. Un mot pour terminer. Vous l'avez compris, ce n'est pas si facile aujourd'hui de trouver le ton juste pour parler de ça, pour l'enseigner, pour démêler le ressort comique des violences sexuelles si présentes dans les contes érotiques de la novellistica, mais aussi dans les pastourelles, dans les fabliaux. Je vous renvoie sur ce point à un carnet de recherche que je trouve important sur le site Hypothèse, animé par des chercheuses et des enseignantes en littérature, intitulé « Malaise dans la lecture ». Et il y a un article notamment sur les fabliaux. Est-ce qu'on peut encore les définir comme une bonne histoire, une narration plaisante avec Dominique Boutet, ou des contes à rire avec Philippe Ménard? Rire, d'accord, mais de quoi? Et avec qui? Et si on insiste à juste titre sur la culture du viol qui s'y déploie, au milieu d'un catalogue souvent dégradant de misogynie, comment assumerait-on alors de retrouver le ton indigné des anciens historiens de la littérature, Joseph Bédier, les jugeant insolemment brutaux et répugnants, et Gaston Paris, qui reconnaissait un incroyable cynisme et s'alliant à une dégoûtante platitude, ce qui, vous vous en souvenez peut-être, l'avait convaincu de prononcer à l'encontre des fabliaux son arrêt de déchéance de nationalité, les excluant de la littérature française pour les renvoyer à leurs origines orientales, dans un Orient imaginaire, celui du harem, fait d'érotisme lascif et de despotisme. Condamnation d'autant plus paradoxale que si la grivoiserie se nomme parfois gauloiserie, c'est pour la revendiquer comme un trait du génie national. Celui de Pierre de Coubertin, par exemple, misogyne invétéré auquel Antoine Lilti m'a comparé hier, prêt à tout pour convier le public aux rencontres que nous organisons ici même, jeudi, à 19h30, dans le cadre du cycle Les Jeux Olympiques au Collège de France, ce que je fais, vous y conviez également volontiers. Merci et à la semaine prochaine.